Bon, Pierre, Raymond, est-ce que tu pourrais me présenter? Te présenter, ça n'a pas besoin d'être présenté. Ben oui, je vais te présenter. Oui, présente-moi donc. Je vais te présenter. Bon, au niveau de la réalisation, je pense qu'à travers les différents projets que tu as faits au Québec au départ, puis les projets que tu as faits aux États-Unis aussi, moi, j'ai eu la chance de participer à certains d'entre eux. Pour une raison simple, c'est que tu es très friand de nouvelles technologies et très ouvert à de nouvelles expérimentations. Et dans mon métier, c'est plutôt rare. Ce qui est encore plus rare, c'est de rencontrer des gens qui font des actes de foi. Évidemment, le prêt payé, il faut les convaincre. Mais on en parlera tantôt, des projets ensemble qui étaient assez ambitieux. Oui. Dans lesquels j'ai senti une confiance totale. C'est pour ça qu'on est allé aussi loin là-dessus. Mais généralement parlant, c'est un truc qui va toujours t'habiter. Et moi aussi. J'espère qu'on va en faire d'autres ensemble. Je pense que ça dépend que de nous, en fait. Bon, OK. Alors, à mon tour de te présenter, Pierre. Moi, je pense que tu viens de l'univers sonore. J'ai passé un bout de temps dans l'univers sonore. Mon background, c'est en engineering au départ. Je suis spécialisé en numérique, mais j'ai, grâce à des gens très, très généreux, beaucoup travaillé en analogue pendant beaucoup d'années. Puis ensuite, j'ai glissé vers une société qui s'appelait le Studio Maronites. Parce qu'ils voulaient passer de l'analogue au numérique. Donc, j'ai refait tout l'analogue là. Puis, comme j'étais spécialisé en vidéo numérique, bien, j'ai convaincu le propriétaire, qui était André Perry, de glisser et construire un studio vidéo. Donc, c'est pour ça que... Oui, mais d'un studio sonore à un studio vidéo à un studio d'effets spéciaux, il y a eu un pont, là? Oui, c'est curieux le truc parce que quand les gens localement à Montréal travaillent dans la vidéo, ils sont souvent attachés à la ville. À la ville, il y avait 2 grosses boîtes de production. Nous, on était à Maronites. Il fallait trouver une façon de se distinguer à Maronites. Perry est très créatif. Moi, je pense avoir un côté créatif qui m'a toujours habité. Oui. Moi, au début, j'étais aligné pour m'en aller à l'option théâtre en interprétation. Je suis allé voir... Tu as fait un bon choix d'aller vers les effets. Oui, j'ai fait un bon choix de bouger. Je vais voir Paul Bussonneau pour lui dire que je refusais mon premier choix pour m'en aller en électrotechnique. Il m'a dit, tu te prends pour qui, mon petit? Je te dirai pas tout. Alors, mais c'est comme ça que, curieusement parlant, j'ai continué en électronique. Puis j'ai glissé dans un secteur qui m'intéressait plus, qui était relié aux arts. Mais l'électronique, esclave de la création artistique. Mais là, on parle il y a 30 ans? On parle il y a 42 ans. 42 ans. OK. Alors, j'étais pas né. Mais pour compléter ta présentation de ce que je suis, j'ajouterais que j'ai commencé comme caméraman. Donc, déjà, il y avait un intérêt par rapport à la technique. Oui, fatalement. Oui. Parce que dès que on ouvre la caméra, on met un film, tout ça, on va au laboratoire après, la chimie, tout ça. Cette curiosité technique n'a fait que s'amplifier à partir du moment où les effets spéciaux sont devenus de plus en plus accessibles. Et c'est là où on s'est rencontrés. À cette époque-là, il était photochimique, les effets spéciaux. Photochimique, et ça prenait des tests, un test après l'autre, avant d'arriver à quelque chose qui était acceptable, pas toujours parfait, parce que ça coûtait cher. Ça coûtait très cher et on n'avait pas souvent les budgets pour en faire, mais le désir était là et plus ça s'est raffiné, ça s'est démocratisé, plus on a eu accès, plus on a appris. Et là, des boîtes comme la tienne, hybride, ont vraiment ouvert le chemin, selon moi. Mais c'est resté pareil, on a continué le prix parce qu'on est à côté d'un voisin immense qui a énormément de moyens. Des fois, trop de moyens, parce que des fois, il utilise tellement de moyens que je trouve que ça pénalise la créativité. Mais généralement parlant, c'est difficile de tirer son épingle du jeu. Et Québec particulièrement est assez ingénieux. Si on voit tous les logiciels qui sont sortis d'ici, les gens ne se rendent pas compte. Oui, mais je dois dire, pour avoir eu une perspective à la fois des États-Unis et de l'Europe, regardez ce qui se faisait ici, particulièrement chez vous, c'est que vous avez été capable de créer vos propres logiciels, vos propres programmes, vos propres stratégies de production. Et ça a fait la différence, à mon avis, entre des boîtes qui ouvrent et qui ferment, parce qu'il y en a plein,
Oui. Il y en a plein aux États-Unis, des grosses aussi. Et une boîte comme la vôtre qui maintient un cap, qui continue d'ouvrir des nouveaux marchés, d'utiliser des nouvelles technologies jusqu'à maintenant, où là, on voit que c'est le digital qui prend le dessus, là. Big time depuis quelques années, mais vraiment là, avec les studios virtuels qui s'installent à Montréal et ailleurs, vous allez faire quoi? En fait, tu ouvres la porte sur les réseaux, sur les différents studios de tournage virtuels avec Oui. les écrans OLED en background. Oui. Soit dit en passant, c'est toujours perçu comme une expansion normale d'un studio Oui. existant. Oui. Quand on y pense, les studios existants louent du pied carré et l'équipement qui va à l'intérieur, mais l'équipe technique est toujours avec la production, provient toujours de la production. Oui. Alors, Ah oui. ces studios-là, c'est une extension naturelle d'une boîte d'effets visuels plus que d'un studio de tournage. Ça, c'est mon opinion. T'as raison. Parce que si tu n'as pas l'équipe en arrière qui est capable de se retourner, qui dit, tu sais, regarde, on a fait beaucoup de trucs ensemble en green screen et en blue screen Oui. à Montréal, tu sais qu'à chaque fois qu'on a tourné nos projets, on a remodifié le studio de tournage pour qu'il puisse répondre à nos besoins. C'est pas normal qu'on puisse pas aller à Montréal d'un studio, tu flippes une switch, tu dis OK, c'est prêt, c'est calibré les gars, vous avez rien à faire, l'incrustation est au maximum. Mais dans le cas justement de studios virtuels dont on parle, les effets spéciaux sont faits là, sur le champ, c'est bien ça. Ils sont faits sur le champ, mais l'interaction qui existe entre l'équipe qui fournit ce volume-là et les différentes possibilités pour un réalisateur de faire des ajustements de colorimétrie parce qu'il prend des décisions live comme s'il se retournait et disait à son cadreur non, moi, ainsi de suite. Parce que quand tu as fini de tourner ton plan, en théorie, je dis bien en théorie, il est terminé. T'as tout. Ouais. Nous, on en a fait beaucoup de ces techniques-là sur Mandalorian, qui est le projet sur lequel on travaille, mais il nous arrive des fois d'être obligé d'aller se réintégrer. Heureusement, quand c'est toi qui fournis le plan arrière, c'est plus facile d'aller retourner ce que tu as fourni au départ. Mais généralement parlant, c'est une technique qui est appelée à être grandement utilisée en autant que le réalisateur comprend bien les règles du jeu. Oui, exactement. Et je me permets de le dire parce qu'on a fait des projets ensemble. Ce qui était particulier, c'est que on avait certaines conditions, puis on avait des contingences qui t'étaient imposées. Complètement. Et je dois dire que c'était le réalisateur qui les a respectés le plus. Bon, alors partons de là. Là, on est en train de parler des studios virtuels. Repartons à l'origine. Retournons à l'origine. Donc, au début, on faisait ça dans les labos, avec de la soupe, la chimie. Oui, ensuite, avec les multiprojecteurs. Puis des couches, là, puis on repasse le négatif, etc. Ensuite, on est passé au digital. Oui, ensuite, il y a eu une... c'est un monde qui est parallèle parce que les effets spéciaux en photochimie étaient reliés au cinéma, jamais à la télévision, par définition. Puis ensuite, moi, j'ai commencé à faire des effets visuels à l'époque de la télé. Ce qui était, pour moi, je suis né dans la parfaite bonne génération. J'ai commencé avec un transistor, j'ai passé par un microprocesseur. Tu vois lentement, bouchée par bouchée, l'évolution technique. J'ai conçu beaucoup de pièces d'équipement aussi, donc ça te permet lentement, bouchée par bouchée. Puis à la fin, tu vois l'ensemble de ce que tu saisis. Tu peux t'asseoir dans ton salon et connaître de la captation à la projection du projecteur chez toi. Toutes les étapes d'un bout à l'autre, c'est fabuleux. Mais généralement parlant, avec la télé, c'est un média très rapide. Ça a permis, au niveau des techniques numériques, comme le blue screen ou le green screen, de faire des séries comme avec Peter Ustinov, le défi mondial pour Radio-Canada. Bon, ça, c'est des trucs qui sortent de l'ordinaire, dans lesquels tu te fais les dents un peu sur certaines techniques qui sont pas encore utilisées au niveau du cinéma. Et quand est arrivé le moment d'acheter, on a acheté le premier Flame, je pense que c'était au Canada, pour passer justement de la photochimie à l'incrustation numérique. Ça a été une révolution parce qu'on enlevait nos chaînes, on disait non, vous n'êtes pas contingenté à la petite résolution, maintenant vous pouvez prétendre à une réalisation pour une projection en salle. Mais toute l'expérience qu'on a acquise était utile. Très rapide. En plus, tu fais une erreur, tu la vois tout de suite, puis tu es en temps réel toujours. Mais nous, on s'est connus sur je pense, des commerciaux, non? Oui. Donc, exactement. Ça fait partie aussi de l'univers télévisuel. Ça fait partie des effets spéciaux qu'on a fait ensemble. Les 5 premières années d'hybride ont été dans les commerciaux. Donc, nous, on tournait sur film. Oui. On transférait sur du vidéo. On transférait le tout en vidéo. Puis on allait chez vous. Oui. On partait de Montréal, après le transfert du film. On venait faire des effets visuels à pied. Bon, écoute, pour les studios qui étaient à Montréal, ils se demandent encore
Comment vous avez pu résister et survivre, etc. Oui, bâtir une boîte entre deux sapins, c'est particulier, mais à cette époque-là, on sentait hors des sentiers battus. Je venais de chez Perry aussi, on l'avait déjà fait avec le défi mondial, puis on faisait tous les shows de Radio-Canada, les ouvertures de Radio-Canada, l'habillage d'antenne de Radio-Canada, parce que dans la volonté de vouloir offrir un service que tu peux pas trouver en ville, on était la première boîte à avoir introduit l'infographie dans l'entreprise privée. Dans cette époque-là, il y avait l'Université du Québec, Tony Pelletry, il y avait plein de gens qui faisaient plein de trucs. Softimage. Mais que Softimage commençait, rue Saint-Laurent, à travailler là-dessus, mais on a commencé avant Softimage. Donc, c'est vraiment le balbutiement et t'apprends lentement. Donc, la raison pour laquelle j'ai glissé vers les effets visuels, c'était de vouloir se distinguer dans le service que tu offres à Moronite. Ouais. Ce qui nous a lentement amené là, puis là, on a commencé à apprendre le tout. Et tu n'avais pas besoin de pousser beaucoup André Perry pour qu'il parte comme une fusée, lui, à partir du moment qu'il était fasciné par un truc. Et je dois dire en passant que ça a vraiment bien été. On a été chanceux, il y avait de très bons contacts à Radio-Canada, des gens qui connaissaient au niveau créatif pour nous permettre de faire des habillages d'antenne, des dimanches, des trucs comme ça. Donc on a appris notre métier avec des outils en temps réel. Mais là, tu parles de Radio-Canada, par exemple, puis là, je fais un saut encore une fois dans le temps. On voit ta compagnie qui travaille avec la plus grosse compagnie au monde de cinéma, Disney. Comment on fait le pont là, entre les deux? Comment on passe de local à international, mais plus qu'international? Je veux dire, le Mandalorian, sur lequel tu travailles, entre autres, mais tu as fait les Star Wars, tu as fait... Oui, on a fait 7 Star Wars. Avatar, tu sais, on parle des plus gros projets d'effets visuels au monde, alors que tu pars de Piémont. Avec Radio-Canada. C'est un parcours assez particulier. On a commencé évidemment avec la télé, on a fait des benchmarks au niveau de la télé, puis lentement, moi j'ai commencé au niveau de la publicité. À l'époque de chez Perry, ensuite Perry est disparu, on a ouvert Hybride. Et là, j'ai commencé à sentir un tournant entre les agences de publicité. La publicité est en train de se globaliser. Puis il y avait des trucs qui devenaient moins personnalisés au Québec. Les annonces de Pepsi, t'en avais moins, les annonces de voiture. Donc, ça nous prenait des commerciaux dans lesquels les effets visuels étaient requis. Parce que nous, la boîte qu'on a partie chez Hybride, en numérique, c'était la première boîte de montage numérique et d'effets spéciaux au Québec. C'est la raison pour laquelle les gens venaient, parce qu'on payait aucun prix à la multigénération numérique, on n'avait pas de perte. Et on avait tout le background qu'on a eu, donc on a beaucoup poussé pour les trucs. Puis t'es chanceux parce que quand tu travailles en publicité, le réalisateur, il trouve une porte, puis tu peux vraiment participer avec lui. T'es un participant, t'es pas un exécutant pour certains réalisateurs. Donc, heureusement pour moi, tu fais partie. Mais, mais le chemin est quand même assez long. C'est ça, c'est qu'à un certain moment donné, quand j'ai vu que la télé commençait à faire un black, un feuille plus black, un plateau. On va commencer par glisser, puis il faut absolument s'en aller vers ailleurs. C'est là que j'ai décidé de ne plus jamais acheter une pièce d'équipement à résolution télé. Mais je lâche une pièce d'équipement à résolution indépendante. Et ça change beaucoup au niveau des coûts, par exemple, d'installation? Ça change au niveau des coûts et ça change au niveau du pace ou de la réalité. C'est parce que tu te retournes, tu te dis, quand tu fais de la télé, tu es en temps réel. Tu fais un truc, tu fais un montage, tu vas le next. Là, on tombait dans un monde où les images étaient trop lourdes à calculer, les avoir en temps réel. Donc, là est né le processing. Fait que là, pourquoi tu veux payer un prix pour dire, OK, attendez-moi, ça va prendre 8 minutes? C'est que si tu montres un résultat que tu es incapable d'obtenir par le temps réel et que les gens se disent « Wow », là, les gens justifient de passer par cette étape-là. Donc, nous, on a introduit ça. On s'est habitué, évidemment. Aujourd'hui, c'est très courant. On peut passer 20 heures à calculer une image à 24 images secondes. En 4K, ça commence à faire pas mal de temps. Mais on a commencé comme ça. Et là, on a décidé de glisser lentement, de diminuer notre apport en publicité puis de s'en aller vers le cinéma. Comment cinéma, là. Donc, cinéma. Donc, on revient sur la pellicule, éventuellement. Ben, les films que l'on fait au départ étaient entièrement tournés en pellicule. Tournés en pellicule. Et à place de faire un transfert en vidéo, comme on est habitué de le faire, avec des pièces d'équipement comme un Rank Sentel, on en avait un,
on passait ça par des scanners. Oui. Donc, c'était aux États-Unis qu'on Oui. recevait des rubans et là, on importait l'ensemble des plans. Le film le plus important dans lequel on a commencé là-dessus, ça a été... on a fait une production locale avec une coproduction américaine-canadienne à Montréal, Oui. qui s'appelait Habitat. Ah, ben oui, oui. Et dans ce film-là, il y avait une productrice qui s'appelait B.J. Rack qui regardait aux États-Unis, à Sony, Habitat, en train de se faire fabriquer. À un certain moment, nous, on faisait des particules. Oui. On avait écrit un logiciel pour faire des particules là-dessus. Et elle avait fait Terminator 2. Donc, elle connaissait bien les particules. Elle regardait le tout, puis elle dit, je reconnais pas le look. Quel logiciel vous utilisez? Il y en avait deux. Et elle dit, non, ils ont écrit un logiciel pour faire ça. Fait comme, comment? Ouais. Elle dit, fait que là, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, nous, on faisait pas l'ensemble du film, on faisait les particules en hauteur de sol, les effets visuels. Ouais. Elle dit, tu dis qu'ils oui, non, je te le dis, c'est pas, je leur ai demandé, c'est leur logiciel maison, elle dit, je vais y aller vous voir. Un jour, elle a passé la porte, elle est venue voir, puis elle a dit, my God, ils ont fait un logiciel de particules pour faire ce film. Puis elle m'a dit, un jour, je vais vous envoyer, un projet. Donc, la porte s'ouvre. La porte, c'est Quelle année, là, en ce moment, là, on est en quelle année? On doit être dans les années 90. OK, donc c'est assez. L'hybride a ouvert en 91, donc on avait fin 90. Fin 90. 96, 97. Donc, on parle d'une entité comme Radio-Canada à une entité comme Disney, et nous, à quelque part entre les deux, on va travailler ensemble. Oui, on a travaillé ensemble, on a fait pas mal de films pour se faire les dents, parce que nous, on a été obligé de changer de rythme. La télésérie, pas la télésérie, mais les commerciaux, la publicité versus cinéma, le pace n'est pas le même. Non. Les gens que tu connais travaillent d'une façon différente. Chaque plan est un tableau. La publicité, c'est plus expéditif. Ça nous a beaucoup servi, ça nous a éduqués rapidement, à vitesse grand V. Oui. Mais là, il a fallu qu'on ajuste un peu. De toute façon, comme on était pris avec des systèmes où tu faisais process, ça nous a aidé à changer de pace, parce qu'on n'était plus temps réel de toute façon. Ouais. On est allé vers là. Et en chemin, on a eu ce qu'on pourrait appeler des benchmarks, donc des projets références pour nous. La première série, c'est avec Robert Rodriguez, il y avait eu les Spy Kids, qui étaient des films pour enfants, qui étaient parfaits pour nous, parce que c'était pas des films catégorie A, c'est plus un peu B pour grandes familles, et ainsi de suite. Ouais. Mais le premier benchmark, je te dirais, ça a été Mimic. Ah oui, c'était bon, ça. Del Toro. Oui, très bon. Et ça a été un truc particulier. Et le benchmark qui a fait que les gens se sont dit, ils sont pas là par coïncidence, puis c'était pas un feu de paille, ça a été Sin City. On a développé un look pour Sin City. Donc là tu es dans un autre monde. Parce que là, nous, on avait commencé à grossir, on avait des infographistes, des gens qui étaient très portés vers l'image. Et dans ce temps-là, on poussait beaucoup plus l'imagerie ou l'impact d'image 2D. On avait un département 3D, mais qui n'était pas encore au même niveau. Il y avait moins d'employés qu'il y en avait au niveau de la composition. Et ça a donné un gros impact. Ouais. Puis par la suite, on est arrivé avec 300. Ah ouais. Et là, ça a aidé quand même. Eux autres sont pas là de passage. Ils sont là pour rester. Là, ça a commencé à nous ouvrir un canal avec Hollywood. Puis toi, tu es arrivé dans cette même période-là avec certains projets que l'on a fait ensemble. Mais il faut que tu comprennes que dans les autres projets, tu prouves ta qualité d'exécutant, pas de participant. La différence étant? Nous, quand on fait projet ensemble, les projets qu'on a fait ensemble, moi, je me suis permis de faire des trucs avec toi qui sont sur le bord de l'expérimentation. C'est maintenant que tu me le dis? Oui. Là, ça prend quelqu'un. On en a beaucoup parlé, mais t'as pas de barrière de culture. Non. Tu peux dire à quelqu'un. Puis je me souviens une fois, je t'avais proposé un truc, puis tu m'as dit, es-tu certain? J'ai dit, oui, je suis certain que ça va aller. Tu dis, non, tu comprends pas. Es-tu vraiment certain? Après, le 8e, es-tu certain? J'ai dit, là, ça va faire. Là. Je te dis que je suis certain. OK. Oui. Mais t'étais-tu certain? Ça a marché. On m'a livré. Et nous, on a fait des projets à l'époque où on utilisait énormément le fond vert. Oui. Donc maintenant, c'est de l'Antiquité, là. Fond vert. On en fait encore un peu, peut-être, pour certaines... Ça a encore sa place. Nous, on est la compagnie d'effets visuels parce que, tu sais, on est une des 4 dernières compagnies en Amérique du Nord qui, originalement, a plus que 25 ans.
Arrête, 30 ans maintenant. T'es pas sérieux. Wow. Oui, qui sont à leur... Alors, il y a ALM, j'imagine? Ben, il y a ALM, il y a nous, puis même encore au niveau des deux autres, je n'ose pas te nommer parce que je suis même pas sûr que je les... que je les vois encore là. Mais il y avait Rhythm News dans ce moment-là. Mais ça a terminé, Il y avait Tippett, qui était une compagnie comme ceux-là. Je ne sais pas quel est le statut de leur nouvelle... Mais cette technologie-là, qui était la technologie majeure utilisée, les fonds verts, etc., est devenue une technologie mineure. Ben, nous, on en a fait énormément. On est la compagnie d'effets visuels qui a fait le plus de tournage blue screen, green screen dans les catégories de films entièrement tournés. Ah oui. Avant, tu avais Tron, qui avait été le premier, là, mais ensuite, pendant un gap, il n'y en a plus eu. Mais quand tu regardes, Sin City, qu'on n'a pas nommé depuis 3 ans, c'est des films qui sont entièrement tournés sur fond vert ou fond bleu. Super film, d'ailleurs. Très bon film. Et cette technique-là, on a développé une façon assez soignée de faire de l'incrustation imperceptible. Parce que le problème, c'est que quand ça se voit, tu ne veux pas être tout nouvelle en train d'écouter quelqu'un qui est sur un panneau de météo. Oui, ça alors se maintenant, sent. ils ne font même plus, ils mettent un vrai écran à l'arrière, c'est plus simple pour eux. Là. Mais là, nous, les projets qu'on a faits, on n'était pas dans la même catégorie budgétaire, donc il fallait être encore plus inventif à quelque part, non? Oui, parce que des 300, c'était un gros studio. Il y a 4 secteurs des effets visuels. Il y a les effets visuels qu'on qualifie de wow. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça, c'est le box-office. OK, par exemple? Ben, tous les films que tu vois d'effets visuels, Marvel, les compagnies, ou des trucs, ça, c'est un effet wow. Tu en as vraiment les explosions. Et ces films-là, d'une façon candide et sans prétention, s'il n'y avait pas les VFX, ben, ce genre de film-là n'existerait pas parce que c'est dans cette catégorie-là. Il y a les effets aussi à caractère imperceptible. Quand on a fait des trucs ensemble, Marie-Antoinette, c'est un film qui se veut être à caractère. Tu veux pas qu'ils sachent que tu es passé par là. Pas facile de faire un démo reel avec ça, parce qu'il faut que tu montres le before and after, avant et après. Il y a des réalisateurs qui détestent ça. Donc avant avec le fond vert, et puis après avec l'image terminée, l'image complétée. Et il faut que la qualité de l'incrustation, les gens sont pas prêts à dire « Ah oui, je la vois tout le temps ». Non. Tu veux ne pas le savoir. Tu vas avoir le sentiment que tu n'es jamais passé par là. Il n'y a pas d'effet visuel. Ça, on en a fait. Marie-Antoinette est un exemple éloquent. Et puis on a fait un autre qui est encore plus un peu expérimental, qui était Lineage. Oui, ça c'est Assassin's Creed. Mais il y avait comme la différence, et selon mon point de vue entre les deux, il y en a plusieurs, mais une, c'est dans un cas, on voulait être hyper réaliste, totalement réaliste, et dans l'autre, on se permettait d'interpréter la réalité un peu. Oui, plus graphique. Plus graphique, oui. Et même il y avait une raison pour ça, c'est que le but de l'exercice au niveau d'Ubisoft, c'était de faire une série qui vient d'images calculées par les moteurs de jeu. Donc, à la résolution disponible à l'époque. Aujourd'hui, si on refaisait l'exercice, on aurait un look photoréaliste. Mais c'est aussi, je dirais, presque un choix esthétique pour ne pas être trop loin du jeu, à quelque part, parce que ce que j'ai entendu souvent dans les commentaires, c'est que les joueurs d'Assassin's Creed, les fans d'Assassin's Creed, ce qu'ils aimaient le plus dans la trilogie qu'on a faite ensemble, c'est qu'on avait respecté l'univers du jeu à tous les points de vue. C'est drôle ce que tu dis, parce que j'ai les mêmes commentaires, et je lis aussi sur 300. Oui. Quand on a fait 300, le but de l'exercice, nous, quand on avait du sang à faire dans les batailles, on a fait du vrai sang, puis ça avait l'air du vrai sang. Puis le réalisateur dit non. Moi, je veux avoir un clin d'œil à l'œuvre de la bande dessinée. Donc, on a fait du sang illustratif. Comme Sin City. Vous êtes très proche. Sin City, c'est pareil. Le but, c'est de respecter l'œuvre, d'avoir un goût. Aujourd'hui, si tu ne... Le loup de 300, on a fait un loup photoréaliste. On a dit, ben non. Refaites-le. Refaites-le. Donc là, c'est un des trucs qui me fascine le plus. C'est quand je comprends pas ce que le réalisateur veut, ou que je l'ai mal compris, puis qu'à la fin du projet, là, il t'amène évidemment dans certaines étapes, puis là, tu dis, c'est ça que tu voulais dire. Ben, peut-être qu'il ne savait pas, lui non plus, puis qu'il l'a découvert en cours de route. Ou peut-être c'est à se parler qu'on se comprend, mais c'est fabuleux, parce que les deux projets, t'en parlais,
Dans les types d'effets aussi, des fois, tu fais des effets mécaniques. Ils viennent chercher des extensions. Avant, quand on a commencé, là, on mettait, on faisait, les Américains de la lensman, on améliorait des plans, un ensemble de décors pas finis. Tu mets des trucs... on avait fait dans Marie-Antoinette, tu tournes une fixe scène, tu as des antennes de micro, de satellites partout que tu dois gommer. Bon. Mais maintenant, c'est plus ça. Maintenant, la dernière truc qu'on met, c'est des personnages sur des environnements entièrement numériques. Imagine. Avec des océans, de l'eau, une jungle, avec l'atmosphère. Donc, c'est rendu excessivement évolué. Puis la dernière étape, je te dirais, c'est quand on est appelé pour régler des problèmes, pour pas que les cascadeurs se tuent. Donc, d'aller effacer les différents câbles qui leur a permis de faire la cascade. Donc, toi, tu as pratiqué toutes sortes de réalisateurs. Oui. Donc, là, on est dans... Américains, Européens et Québécois. Et Québécois, Canadiens, de tous les pays, puis tout ça. L'évolution rapide des effets spéciaux, est-ce que ça se traduit dans le métier de réalisateur? Est-ce que tu les vois suivre, accompagner, ou est-ce que tu as vu un changement? Réalisateur et directeur photo, ça prend des gens qui décident de changer leur façon de travailler, d'être ouverts à ça. Et incluant les gens de la production. Incluant les gens de la production. Quand on a fait ensemble Marie-Antoinette, et que... Tu te souviens, on était au début, puis les acteurs qui étaient sur fond vert jouaient correctement, mais t'es pas très, très certain, pas du sérieux du projet, parce que tu étais là. Mais ils se disaient, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais puis le lendemain, on est arrivé avec un peu de preview, en leur montrant dans les environnements qu'on avait tournés à Versailles ou ailleurs ce que ça donnerait. Puis je me souviens de Karine Valence qui regarde ça, qui dit « Oh! Ça va être ça! Ça va être ça! On va faire être bon de bord! » Mais ça a donné ça a fait une vague incroyable sur les acteurs qui disaient « Oh, une minute, là, on voit pas... » Et ça, les acteurs de théâtre sont habitués à ça. Souvent, ils mettent leur costume la veille, là, de ce qu'on me raconte. Donc, ils font abstraction de l'environnement. Mais en télé, souvent, ils sont déjà dans l'environnement, puis ils ont besoin de se plier moins à cet exercice. Comment tu vois le futur, alors, dans les 5 minutes qui restent? Il reste 5 minutes. On n'a rien suivi de notre plan de match. Ben écoute, je pense que les volumes dont tu parles, je pense que les effets spéciaux sont un peu, heureusement pour eux, condamnés à ne plus faire que du box-office catégorie wow. Moi, je considère que certains films sur lesquels on travaillait n'ont pas du tout d'effet wow, même si des effets. The Arrival en est un des exemples. Très beau film. C'est pas un film d'effets visuels. Ils sont là pour supporter. Moi, ce que j'aime le plus, c'est quand les effets visuels, quand tu as été choisi par un réalisateur, parce qu'il est considéré, pour te paraphraser, tu fais partie de son écurie, et qu'à un certain moment, il va te donner la chance de pouvoir être un amplificateur de son travail. Moi, j'aime pas ça quand on est utilisé pour compenser une histoire qui est moyenne, puis que ça devient un wow factor visual. Donc, tu élimines beaucoup des X-Men et compagnie, là. Ben, ça, c'est mon choix. Moi, tu me demandes quel est ton film préféré, tu sais. Si je te dis choriste, tu vas dire, ben là, change de job, tu sais. Mais, c'est juste un exemple que je donne. Mais, généralement parlant, je pense que c'est possible pour les effets visuels de participer. Les effets invisibles sont ceux que j'aime le plus faire. Des fois, ils sont très, très difficiles à atteindre. Surtout que dans les films qu'on a tournés, nous, souviens-tu, on avait non seulement l'arrière-plan, mais tous les planchers étaient aussi en verre. Ce que personne n'ose jamais faire, parce que le soleil vient d'où? Tu as 4 ombres. Et c'est là où le rôle du directeur photo aussi est primordial. Ça prend une connivence. Guy Dufault, qui était le directeur photo là-dessus, tellement chanceux. Avait à reproduire ce qu'on avait capté à l'avance là-bas, dans le studio. Donc, selon toi, l'avenir des effets spéciaux est connu? Non, elle est évolutive, parce que quand je regarde les mots real que l'on fait depuis les 30 dernières années, mettons, sors-en un à tous les 5 ans, c'est pas la même compagnie. J'aurais jamais cru que... Est-ce que le 3D va faire une différence?
Je parle de 3D, c'est le département d'animation, non pas la stéréoscopie. La stéréoscopie? Non, stéréoscopie, je pense que tu n'as pas besoin. La raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est que tu n'as pas besoin de raconter une histoire. Tu racontes pas mieux une histoire. Je te dis pas que la scène de douche de Hitchcock n'aurait pas été meilleure en stéréoscopie, parce que là, tu sens la proximité, mais la stéréoscopie, en réalité, ça nous sert quotidiennement pour être capable d'évaluer le danger. Puis heureusement qu'on continue de l'avoir encore, mais quand tu racontes une histoire, la preuve en est que tu peux faire un film en noir et blanc, raconter ton histoire complètement, tu n'as plus de couleur, tu n'as plus de stéréo. Puis il y a des films qui vont aller chercher encore plus les gens. Ça m'apparaît être comme une dimension qui n'est pas nécessairement requise pour raconter une histoire. Pour les jeunes cinéastes, est-ce qu'ils auront accès ou est-ce qu'ils ont déjà accès à des effets visuels sans avoir les 200 millions que ça prend là, pour faire un film? Ça se démocratise de plus en plus. Le problème des effets visuels, c'est que si on était resté au même niveau, plus personne n'aurait besoin de nous. Tu le vois en audio. Les grands studios audio en tant que tels sont requis pour les grands orchestres, des trucs comme ça. Mais des jeunes musiciens ont leur propre studio, puis peuvent sortir une qualité... Billie Eilish a enregistré son long jeu dans la chambre de son frère. Faire des effets visuels, ça s'est beaucoup démocratisé, heureusement. Je me souviens dans le temps de Jurassic Park, là, c'est presque, la réalité est presque sortie, c'est comme il y avait un takeover de l'équipe de VFX qui faisait leur show. Maintenant, il faut qu'on soit invisible et que tu imposes le minimum de contraintes aux réalisateurs, sauf que ça n'arrête pas d'évoluer. Mettons, un jeune réalisateur, là, pourrait avoir accès à une compagnie comme Hybride ou pas? Difficile. C'est difficile à cause du marché auquel on appartient maintenant. C'est qu'on est tellement sollicité sur des projets qui sont tellement demandants que ça nous laisse peu de place. Je reviens à Perry. Nous, on faisait des albums super importants, puis Perry était un très bon citoyen, très amoureux de la musique, puis très présent au Québec. Donc souvent, il y avait des artistes québécois qui n'avaient pas les moyens de Sting ou de Rush. Puis je les voyais toujours venir s'intégrer entre deux dans une période qui n'était pas morte, qu'on aurait pu utiliser, mais ils se faisaient un devoir d'ouvrir le studio. C'était le même service, même truc. Cette époque-là n'existe plus. Ben moi, j'aimerais ça pouvoir faire ça aux effets visuels, mais c'est rendu trop complexe. Et aussi le rythme, à cause des téléséries. Maintenant, tu n'as plus 300 plans à faire pour un film, tu as 1200 plans à faire pour une série, qui est comme 10 films. Moi, je me souviens, on a fait la série Napoléon ensemble. Oui. Il y avait une scène, la bataille d'Eylau, où il devait y avoir une tempête de neige. Et tu as rajouté des flocons. Et puis, tu n'avais pas tout à fait calculé que la scène continuait sur l'autre bobine. Puis ça commençait avec je ne sais pas combien de scènes, une à l'autre. Et tu étais obligé de mettre des flocons sur toute la scène au complet. Donc, ça, c'est le genre d'affaires qu'il ne faut pas faire, j'imagine. Ben, c'est le genre d'affaires que tu décides de faire, mais quand tu fais partie de l'ownership et que c'est toi qui prends la décision de rentabilité... Mais il y avait là une forme de générosité de la part d'Hybride, de toi en particulier, pour permettre, dans le même budget, d'accéder à toute cette scène-là maintenant sous la neige. Tu sais. Donc, il y a sûrement moyen de moyenner des fois, non? Oui, ça dépend avec qui tu travailles. Oui, c'est vrai. Parce que, tu sais, si tu vas à l'encontre d'un producteur ou à l'encontre d'un réalisateur... Moi, des réalisateurs qui viennent chez Hybride parce qu'ils ont été forcés par la production à venir, mais qui voudraient retourner, redonner le travail à ses amis qui l'ont aidé. Ah oui. Puis là, il vient te voir, puis il te dit... c'est pas ici que je devrais être. Là, lui, ce qu'il se dit, c'est mon temps avec vous autres, je me ferai pas... Parce que nous, on travaille dans une business où on décide pas combien de profitabilité on va faire sur le travail. Je sais pas si tu vas faire 23 versions ou 3 versions. Mais je comprends pas, vous avez quand même une planification budgétaire. On a une planification budgétaire. Oui. Mais si tu arrives et tu fournis le plan, puis qu'il dit, c'est pas assez bon. Oui. Ah, je pensais... Il n'y a pas de limite à ça. Il n'y a pas de limite à ça. OK. Donc, version 23, version 24, version 25, donc... Quand tu connais un réalisateur qui, lui, a compris qu'il ne veut pas te donner une ride, c'est basé sur une chose, c'est que la confiance. Il y a beaucoup de boîtes d'effets spéciaux qui ont triché très longtemps à charger excessivement cher pour des effets qui prenaient moins de temps, surtout quand la technologie nouvelle puis les robots ont investi. Que maintenant, tout ça, c'est démystifié, ça. Ouais. La preuve en est, c'est que les clients, maintenant, dans un film, ne te donne pas à toi, le superviseur d'effets, la responsabilité. Il a lui-même son propre superviseur d'effets. Ah, maintenant, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, pour terminer, Pierre, qu'est-ce que tu souhaiterais voir comme effets spéciaux?
que tu n'as pas encore vu. Le défi ultime pour toi dans les effets spéciaux? Moi, j'aimerais ça qu'on puisse se délester de toutes les étapes ardues et inutiles. Comme la rotoscopie. Ah oui. De couper image par image, puis de faire des masques, parce qu'on n'a pas de logiciel. J'espère que des logiciels comme l'intelligence artificielle, tu sais, toi, quand tu regardes ton écran, tu le sais, le contour où il est. Un logiciel intelligent va le trouver lui aussi, et que on soit plus obligé de faire des trucs comme ça. Parce que quand tu fais une rotoscopie, tu fais aucune création. OK, là, tu me dis ce que tu veux plus voir. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose... Ben, je veux voir un logiciel qui va me permettre de faire ces étapes-là, okay. Qui m'en débarrasser. Ouais. Puis, parallèlement, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'on puisse refaire ce qu'on a fait ensemble sur des fonds de chroma key, là, ouais. bleu ou vert, sans être obligé de tourner dans un environnement conventionnel et être capable, avec l'ACZ, d'avoir des logiciels qui vont nous permettre que tu tournes normalement et comme par magie, je puisse t'intégrer dans n'importe quel background. OK, tu m'appelleras, ça m'intéresse. Ben oui, c'est un des trucs qui me trotte dans la tête beaucoup. Bon, ben écoute, c'était un plaisir. Bonne chance pour la suite. Au prochain film. Au prochain film.